Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Rebonjour tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale. Donc, le sujet du jour, c'est la partie 2 de notre série sur l'épilepsie en pédiatrie. Donc, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marianne Boulay, Dr Philippe Major, et on a une nouvelle invitée avec nous, Stéphanie Benoît, qui est nutritionniste. Donc, je vais vous laisser vous représenter dans l'ordre que vous voulez. Je peux commencer. Moi, c'est Marianne. Je suis pharmacienne à Sainte-Justine, là, en pédiatrie générale. Moi, je suis Philippe Major, je suis neuropédiatre à Sainte-Justine. Stéphanie Benoît, nutritionniste à la clinique de neurologie à Sainte-Justine, puis je dirais spécialisée en diète cétogène. Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi. Donc, dans la partie 1, on a jasé des bases de l'épilepsie, les divers traitements pharmacologiques. On a passé les principaux. Puis, on a abordé vers la fin la notion d'une épilepsie réfractaire, c'est-à-dire qui serait réfractaire à plus de 2 médicaments anticrise, nos anticonvulsivants. Et là, dans nos autres options thérapeutiques, mis à part les médicaments, on a notamment la diète cétogène. Et je crois que c'est pas un sujet tout à fait connu de tous. Et je crois que ça va être très intéressant de l'explorer avec toi. Parfait. Donc, veux-tu un peu nous définir ce qu'est la diète cétogène? OK. Donc, c'est effectivement une option thérapeutique pour les épilepsies réfractaires. Pratico-pratique, c'est une alimentation qui est vraiment très, très, très limitée en glucides et très élevée en lipides. Et c'est important d'avoir ces deux éléments-là parce que souvent, quand je rencontre les familles, on dit « Ah oui, je la fais déjà! » Mais finalement, c'est pas... Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vers le côté « on restreint les glucides », mais ils ne vont pas penser à vraiment maximiser l'apport en gras. Puis c'est vraiment important d'avoir les deux éléments pour qu'on considère que c'est une diète cétogène. Donc, normalement, comme vous savez, bien, notre corps, notre cerveau utilise les glucides comme source d'énergie, mais avec la diète, parce qu'on restreint vraiment l'apport en glucides de façon importante et on maximise l'apport en gras, en lipides, mais le corps, le cerveau n'a pas le choix d'utiliser le gras comme source d'énergie et ce qui va amener la production de corps cétoniques. Donc, à Sainte-Justine, il y a deux façons de faire, il y a deux versions, si tu veux, de la diète cétogène qui est C'est sûr. proposée. Je vais juste interrompre avant de continuer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants sous diète cétogène ici à Sainte-Justine? Moi, en ce moment, on a à peu près une cinquantaine de OK. patients qui OK. sont sous la diète. Puis vous voyez environ combien d'enfants à la clinique de neurologie? Ben, en fait, on a à peu près, mettons, 2000 patients suivis pour épilepsie. OK. Puis on suit probablement 4000 patients en général en neurologie pour 7000 visites par année. Donc 50 en dessous de diète cétogène, c'est beaucoup, C'est mais quand c'est même... pas beaucoup. Parce que ce sont tous tes patients, en fait. Oui, OK, On travaille ça fait fort. quand même... t'as une bonne charge. OK, parfait. Je vais te laisser continuer sur les versions de diète. Merci. oui. Donc, il y a deux versions. Là, il y a la version classique, puis la version Atkins modifiée. La version classique, c'est vraiment la plus ancienne, c'est celle qui est plus restrictive, c'est celle qu'on fait là, depuis les années 90 à Sainte-Justine, là, fait que ça fait vraiment longtemps. C'est sûr qu'au début, il n'y avait pas tant de patients parce que c'était un peu plus marginal, mais maintenant, c'est plus connu, puis il y en a de plus en plus, mais ça reste donc la forme, c'est ça, qui est un peu plus, il faut tout calculer, tout ce que les enfants consomment est calculé de façon précise, tous les aliments sont pesés et c'est dans cette version-là qu'on va parler de ratio. Le ratio le plus élevé qu'on a, c'est le ratio 4:1. Ce que ça veut dire, c'est pour chaque gramme de protéines et glucides combinés, l'enfant doit consommer 4 grammes de lipides. Fait que ça veut dire qu'en gros, qu'il y a 4 fois plus de gras dans son alimentation que de protéines et glucides. Puis en termes de répartition énergétique, là, quand on est en ratio 4:1, ça veut dire 90% des calories qui viennent du gras, un 6% à peu près des protéines, puis un 4% des glucides. Fait que ça fait vraiment... Quand même.
C'est des impressionnant. petites. Puis, est-ce que ce ratio-là, c'est le ratio de base sur lequel vous initiez tout le monde? Non, Non? OK. Ça va normalement, vraiment varier oui, selon le patient. ça OK. varie. Fait que la version classique, on la fait en contexte hospitalier. Puis comment on va l'introduire, c'est que je commence au ratio 2 pour 1. Les 3 paramètres que je vais vérifier, c'est est-ce que ils sont capables de maintenir une glycémie ou la glycémie diminue un peu trop? Est-ce qu'il y a des effets secondaires comme l'acidose? Puis leur facilité à produire des corps cétoniques, parce que c'est étonnant, mais d'un patient à l'autre, je fais toujours le même protocole. Puis il y en a qui, à ratio 2 pour 1, presque de façon instantanée, ils vont produire des corps cétoniques vraiment rapidement, alors que d'autres, on est rendu à un ratio 4 pour 1, puis finalement, c'est comme compliqué, là, ils produisent pas de corps cétoniques. Fait que c'est vraiment la facilité à produire les corps cétoniques qui va établir quel ratio on va choisir OK, je comprends finalement. bien. Merci. Puis, c'est quoi exactement la version Atkins modifiée? Fait que c'est un peu plus libéral. La version, admettons, classique, c'est dans les lignes directrices, on va dire que c'est plus pour les 2 ans et moins ou les patients qui sont nourris de façon entérale. La version Atkins modifiée qui est un peu plus libérale, on la propose plus souvent chez les adolescents. Et la différence, en fait, qu'est-ce qui est en commun? C'est un apport en glucides qui est quand même assez restrictif, mais qui l'est moins. Tu sais, on parle de 15 grammes de glucides par jour. Je dis bien par jour, là, pas par repas, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais si on compare à une classique, souvent, à un ratio 4 pour 1, ils sont à peu près à 5 grammes de glucides là, par jour. C'est vraiment très, très, très peu. Donc, rendu à 15, on fait comme 15-20, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Ils peuvent manger des protéines un peu comme ils veulent. Il n'y a pas de restriction. Puis, il faut maximiser les gras, mais pas de façon aussi importante. Tu sais, je dis à peu près 2-3 cuillères à table par repas. C'est quand même beaucoup, là, mais à comparer à la classique, c'est un peu moins. Fait que ça laisse quand même un peu plus de latitude, là, quand on fait la OK, version je comprends. classique, Puis, dans là. le fond, ces diètes-là, là, c'est parce que les corps cétoniques, si je me trompe pas, corrigez-moi, ont une espèce d'effet anticonvulsivant dans le cerveau? Je sais pas, Ou Ben, c'est c'est nébuleux pas encore. c'est résolu pas encore. clair. Non, c'est On pas aimerait clair. bien le savoir, Ça, mais juste pour le fun, là, de la non. mode, la diète, c'est Non, ça. non. Je sais pas si tu as vu, Stéphanie, des évidences plus récentes, mais en fait, on peut l'expliquer simplement en disant que oui, c'est les corps cétoniques, mais c'est pas aussi simple que ça. Puis OK, on pense qu'il y a probablement d'autres mécanismes impliqués, mais qu'on connaît pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que ça marche très bien. OK. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que si on fait une diète cétogène, mais qu'il n'y a pas de corps cétonique, mais ça ne va pas fonctionner, là, ça n'aura pas OK. d'impact positif sur l'épilepsie. Il y a quelque chose là-dedans. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir un état de cétose chronique qui agit sur les mitochondries? Est-ce que ça agit au niveau des neurotransmetteurs? Ça, de façon claire, OK. on ne le sait pas encore, là, mais il faut un état de cétose. Je comprends. Puis, c'est quoi environ les chances de succès quand vous expliquez ça aux parents? Il y a environ un tiers des patients chez qui ça va vraiment améliorer de, je dirais, 90% le contrôle des crises. Là, il y a vraiment à peu près un 10-15% de ce 30%-là où je dirais que c'est pratiquement, tu sais, on peut vraiment faire en sorte que les crises disparaissent presque au complet, là. J'ai vraiment, mais c'est un 10-15%, là, c'est pas tant que ça, mais qui peuvent faire des crises à tous les jours. Puis on commence la diète, puis au bout de quelques semaines, ben, les crises disparaissent. C'est impressionnant. Oui, Ouais. moi, je reste toujours autant fascinée, même après toutes ces années-là, de voir qu'en modifiant l'alimentation, on peut avoir un impact comme ça. Mais il reste quand même qu'il y a un tiers des patients chez qui on améliore à peu près de 50%, puis un tiers chez qui on n'a pas d'effet Et si je peux me bénéfique, là. permettre, les chiffres sont excellents, mais en plus, c'est que c'est des patients qui ont une épilepsie à la base réfractaire Mhm. aux médicaments. Donc, c'est pas les patients faciles, là. Ils ont déjà échoué à des médicaments, puis la diète est réussie à en traiter autant.
Peut-être je peux me permettre une question aussi. Tu sais, comme c'est un peu la mode aussi, il y a des familles qui vont venir voir le neurologue, puis avant de commencer des médicaments, vont dire on veut la diète tout de suite. Tu as sûrement eu ce genre de Oui, oui. questionnement-là. Euh, En général, on préfère commencer avec les médicaments, mais je sais pas, Oui, oui, qu'est-ce oui. que Puis je pense que ça qu'est-ce que reste tu en que penses? ça reste que c'est qu'est-ce qui est le plus simple et efficace pour la majorité. Tu sais, à peu près 70% des patients là, vont prendre leur médication 1 ou 2 fois par jour. Puis après ça, ils n'ont pas de crise. Fait que ça reste simple, là. Une diète, c'est plus compliqué, là, vraiment. Là, il faut vraiment des familles, des parents motivés, organisés, puis des enfants qui veulent Ouais, l'apprendre là, tu disais s'il aussi, faut là. sortir la balance tout le temps, là, Oui, oui, c'est un c'est ça. investissement Oui, d'effort. ça peut devenir contraignant aussi et il faut une rigueur. On peut pas, tu sais, dans le concept keto, là, il y a comme des cheat days, là, des journées où c'est pas grave, on mange ce qu'on veut puis on reprendra, mais ça fonctionne pas comme ça avec l'épilepsie, là. Il faut toujours le faire jour après jour de façon rigoureuse. Puis c'est ça, il y a des activités dans la vie, on voyage, il y a des fêtes d'amis, fait qu'il faut comme toujours penser. Je le compare à une allergie un peu, là, c'est pas exactement, mais tu sais, des fois, c'est plus facile de se représenter quand c'est une allergie. Il faut toujours penser, OK, si je vais à tel endroit, est-ce qu'il va y avoir des aliments de disponibles? Est-ce que je vais pouvoir... Fait que il y a toujours ça, là, Je en comprends bien. tête, là. Mm. Puis, des fois, il peut avoir des problématiques de, ben, mon enfant réclame tel aliment, mais je peux pas lui donner. Fait qu'il faut vraiment être convaincu. Puis des fois, c'est ça, parce qu'il y a des parents qui vont me dire, mais pourquoi après 2 médicaments, ils m'ont pas proposé la diète? Mais peut-être que si on a essayé juste 2 et que tu sais qu'il y en a une dizaine d'autres possibles, quand ton enfant va pleurer pour avoir tel aliment, Mhm. mais peut-être que tu vas s'aider un peu plus facilement que si ça fait, je sais pas moi, 7, 8 médicaments qui ont été essayés. Là, c'est sûr que dans la tête du Mhm. parent, sûrement, ils vont dire, OK, non, il faut que je Ouais, dans le fond, il tienne faut qu'ils voient l'alimentation comme un médicament, entre tout guillemets. totalement. Ouais, Oui, oui, ok, je oui, comprends. Puis est-ce qu'on vraiment. continue les autres anticonvulsivants en même temps que vous introduisez la diète? Oui. Oui. Oui, on continue parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment rajouter la diète, puis espérer une amélioration du contrôle. Puis si on obtient ça, mais on est déjà très, très heureux parce que, comme Dr. Major disait, ben, c'est des épilepsies réfractaires, là. C'est des patients qui convulsent régulièrement. Fait que c'est la première étape. C'est sûr qu'après ça, si l'enfant, dès qu'on introduit la diète, arrêter de convulser vraiment de façon rapide, puis qui maintient ça pendant plusieurs mois. Mais là, ça va être plus le neurologue qui va décider est-ce que, tu sais, pendant combien de temps on laisse comme ça? Est-ce qu'on tente un certain sevrage, là? Oui, mais des fois, c'est justement après quelques années, on se dit, bon, on va peut-être l'essayer, voir si la tempête est passée, puis on peut juste traiter avec les médicaments. Ou des fois, j'ai des parents qui sont tannés ou l'enfant qui n'en peuvent plus parce que ils ont le goût de vivre leur vie, de manger ce qu'ils veulent. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais il y a des patients, je sais pas, des patients que tu as gardés plus longtemps, quoi, une dizaine d'années, 8 ans, Mhm. 10 ans, ça arrive. Des patients qui restent plusieurs années sur Sur la la diète. diète. Ouais, Puis Oui. j'entends qu'on peut pas l'arrêter d'un coup, là. non, Il c'est ça. faut faire un sevrage. C'est bien ça? Oui, tout à Oui. fait. Un peu comme la médication, là, OK. il faut tout doucement revenir à l'alimentation normale, puis de voir comment l'enfant réagit au niveau épileptique. Est-ce qu'il y a des crises qui reviennent? Parce qu'on a un peu tous les scénarios, là, quand on fait un sevrage. Il y en a qui ils ont vraiment très, très bien répondu, mais dès qu'on entame un sevrage, il y a des crises qui peuvent revenir. Il y en a d'autres que finalement ça se passe super bien. On fait le sevrage, puis il n'y a pas de crise qui reviennent. Fait que le sevrage nous permet de se réajuster. Puis des fois, ça peut être un bon renforçateur pour la famille de dire ben non, là, on est vraiment tanné. Puis là, quand ils voient des crises revenir, faire oh, OK, finalement, on n'est pas si tanné que ça. Je On comprends. veut pas revivre là, beaucoup, beaucoup de crises. Là. Fait que ça, c'est un bon motivateur. Parfait. Puis là, tu en as parlé un peu d'initiation. C'est quoi les effets secondaires à court, moyen terme, puis je sais pas, à long terme de cette aventure, cette légende?
Les effets secondaires, plus à l'initiation, on va parler évidemment Ouais, d'hypoglycémie tu parce en as que parlé. OK, ouais. rapidement, on va réduire l'apport en glucides. On peut avoir de l'acidose parce que s'il y a une production rapide de corps cétonique, les corps cétoniques, c'est OK. acide. Si les reins n'arrivent pas à tout tamponner ça et produire suffisamment de bicarbonate, ben, on se ramasse avec des acidoses. À cause de ces deux effets secondaires-là, il peut y avoir des nausées, des vomissements, un état général, de la fatigue, parce que c'est quand même intense, là, ce changement-là pour l'organisme, puis on y va assez rapidement, là. L'hospitalisation dure 5 jours. Fait en 5 jours, on passe de utiliser les glucides aux lipides. C'est intense, Puis à là. long terme, c'est quoi? Donc, ça fait 2 ans qu'un patient est sous Fait que diéthylamine. normalement, ces effets-là, on les revoit plus, là. C'est vraiment juste à l'initiation, OK. à part l'acidose, des fois, qui peut perdurer. Puis on a besoin de supplémenter en bicarbonate de sodium, surtout quand l'enfant prend déjà de prime abord du Topamax. Les deux, Topamax diète, amènent des acidoses, donc Mhm. c'est sûr qu'il va Oui, on n'en a falloir. pas parlé du topiramate tantôt, mais c'est un Ah des non! nombreux qu'on aurait pu parler, mais effectivement, c'est un des effets secondaires Fait que ça. très fréquents. C'est ça. Fait que ça peut perdurer. Sinon, constipation, qui est quand même assez fréquent, puis c'est assez facile de comprendre là, que avec peu de produits céréaliers à grains entiers, peu de fruits et légumes, peu de fibres, il peut y avoir des lithiases rénales. Il peut y avoir des déficiences en vitamines et minéraux parce que clairement, c'est une diète qui n'est pas du tout équilibrée. Il faut absolument qu'ils prennent des suppléments de vitamines. S'ils ne les prennent pas, parce que des fois, ça fait trop de pilules à prendre avec les anticonvulsivants ou le reste. Et qu'ils disent, ah, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, il faut absolument les prendre. Mais en faisant les prises de sang régulièrement, on va voir là, quand ils ne les prennent pas. Parfait. Puis là, comme pharmacienne, je t'amène un peu sur le dossier des médicaments. Mhm. Je sais que, justement, il faut essayer de minimiser l'apport en glucides provenant de nos fameux médicaments, mais, tu sais, des fois, on n'a pas le choix, tu sais, de donner certaines formulations qui contiennent du sucre. Comment tu gères ça avec, justement, la pharmacienne? Oui, fait que c'est vraiment d'essayer de choisir celle qui va apporter le moins de glucides parce que c'est sûr que moi, j'aime mieux garder mes glucides pour l'alimentation que les passer sous forme de médicaments. Fait que c'est de voir les quantités qui vont être administrées clairement. Si c'est un sirop régulier, là, mais ça monte très, très rapidement, là. Tu sais, on est à peu près à 0,7 grammes de glucides par millilitre de sirop, là. Grosso modo, là, ça ressemble toujours un peu à ça, là. Fait que c'est sûr que des fois, tu sais, un antibiotique, par exemple, 7 millilitres 3 fois par jour chez un enfant, un bébé, c'est assez fréquent, là. C'est pas des grosses quantités, mais tu sais, avec cette quantité-là, on arrive à 15 grammes de glucides. Si l'enfant est à 5 grammes, c'est énorme. Tu sais, pour n'importe qui, ça ne sera pas beaucoup. Mais pour ce bébé cétogène-là, ça va être vraiment significatif. Fait que c'est de voir, OK, si le stéro ne peut pas être utilisé, souvent la forme qui est la moins riche en glucides, c'est des comprimés non croquables, là. Fait que c'est de voir, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir ces comprimés croquables-là? Fait que de toujours regarder avec tel médicament, si c'est un anticonvulsivant, si c'est un antibiotique ou un autre médicament, c'est quoi la forme, la présentation qui va Fait qu'on priorise les comprimés réguliers autant que qui possible. sont pas nécessairement croquables, qu'on peut juste écraser et tout, mais des fois, on n'a pas le choix d'avoir les croquables qui Oui, contiennent un peu du sucre. oui, Mais ça, c'est moins pire. Puis ça, oui, on peut le parce que compter. OK. règle générale, tu sais, si on prend l'exemple du Prévacide, Mhm, ben le Prévacide par comprimé, même si c'est du Fastab, c'est à peu près 0,2 grammes de glucides par comprimé. Puis mhm. c'est pas beaucoup de comprimés par jour. Fait qu'on peut se permettre ça, puis on n'a pas vraiment d'autres alternatives plus C'est ça pour notre intéressantes. Mhm. antiacide. Si, mettons, notre enfant, il fait du reflux C'est gastro-œsophagien, ça. on veut le Oui, on veut le traiter, c'est ça? garder, là. On veut OK. pas qu'il se mette à vomir avec la diète, surtout que c'est riche en gras, fait qu'on veut surtout le garder. OK, je comprends. Parfait. Toi, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Marianne, côté pharmacie?
Mais non, ça complète bien, là. En fait, c'est ça. À l'hôpital, les patients, là, quand ils sont admis pour diète cétogène, les pharmaciens, on va faire attention beaucoup à la forme pharmaceutique. Puis c'est là que c'est intéressant, justement, nos médicaments qui ont plusieurs formes pharmaceutiques. Mhm. Fait qu'on va toujours essayer d'aller vers des comprimés, en se questionnant est-ce que le comprimé peut justement s'écraser, se couper. Et on va se questionner aussi souvent pour ajuster un petit peu les doses pour que ça fonctionne avec justement nos fractions de comprimés, là. Donc, Mhm. des fois, on va regarder un peu notre intervalle. Souvent, nos doses de médicaments vont être exprimées de tant à tant milligrammes par kilo. Fait qu'on va essayer de trouver une dose là, qui rentre dans notre intervalle thérapeutique Puis des avec nos fois, on va formats. acheter de dépasser juste un petit peu afin de faire, par exemple, un quart. On va dépasser un petit peu en se disant, bon, c'est notre meilleur des deux mondes. Exactement. Parce qu'on Mm. peut pas faire des 1/8 C'est ça. puis un 5e de comprimé. Là, fait qu'on essaie de jouer un peu comme ça avec nos médicaments pour que ça fonctionne. OK. Puis on fait attention, c'est ça, avec nos sirops, là, autant commerciaux, des fois qui ont plusieurs sucres, une préparation magistrale, là, qui sont souvent faites avec du sucre pour aider pour la tolérance et le goût du médicament. On Mais fait des fois, attention c'est à ça. difficile, hein, tu sais, on lit les monographies, tous les ingrédients, puis c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est un sucre. Tu sais, par exemple, l'aspartame, tu sais, remplace souvent d'autres sucres. Est-ce que Mhm. celui-là qui serait correct? Parce que souvent, c'est écrit sans sucre, mais il y a de Ouais, il y a des l'aspartame. édulcorants. Ouais, Donc, c'est sûr qu'entre du sucrose ou de l'aspartame, j'aime mieux l'aspartame OK. parce que l'apport en glucides va être vraiment beaucoup plus négligeable. Mais il y a certains édulcorants qui restent quand même des glucides un peu à la base. Puis c'est toujours dans l'idée de, ça dépend la limite en glucides du patient. Si c'est un patient qui fait une Atkins puis qu'on est à 20 grammes par jour de glucides nets, bien, on a un petit peu plus de latitude puis ça va sûrement fonctionner le sirop sans sucre avec aspartame. Mais ça dépend aussi de la quantité. Par exemple, si c'est je sais pas moi, de l'acétaminophène, il y a de l'aspartame. S'il prend une dose dans sa journée, il ne fera pas de différence. Mais Mhm. si c'est un enfant qui fait de la fièvre, puis que la dose est donnée à chaque 4 heures pendant 2-3 jours, mais c'est là que ça peut avoir un impact un peu à long OK. terme. Fait que c'est toujours d'essayer de voir, là, d'avoir l'équilibre pour faire qu'est-ce qui... Parfait. Puis là, ça me fait penser, tu sais, ici, on a beaucoup d'enfants qui ont aussi des tubes nasogastriques. Puis là, on est limité. Là, si toutes les monographies disent que l'anticonvulsivant, on ne peut pas le couper, on ne peut pas l'écraser, on ne peut pas rien faire. On n'a pas l'alternative en sirop. Là, on est un peu pris de tous les côtés. Comment vous gérez ça? Je ne sais pas, Marianne, si tu veux nous en parler. Je pense notamment au Divalproex. C'est cyclique, là, ça revient vraiment souvent. Comment tu gères ça? Oui, mais l'acide valproique, c'était un bon exemple. Souvent, les patients, si leur épilepsie est bien contrôlée, ça va être souvent sous une forme en solution orale. Puis après, la forme en comprimé, ben, en fait, ça n'existe pas. C'est plutôt des petites gélules que ça non plus, on ne peut pas utiliser. Donc, pratico-pratique, c'est pas quelque chose qui est établi là, dans la littérature scientifique, mais souvent, on va passer le patient de l'acide valproïque au divalproex, qui est un comprimé là, enrobé, enrobage entérosoluble. Puis, c'est écrit de ne pas couper ou écraser, là, mais nous, on va le couper et l'écraser. L'enrobage, ce qu'il fait, c'est que son absorption, il est retardé au niveau digestif, mais on passe quand même de doses équivalentes là, entre l'acide valproïque et le divalproex. Euh, donc, la biodisponibilité et tout ça va quand même demeurer la même, là. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de le couper et de l'écraser en se disant, mais peut-être qu'on perd un peu cette absorption retardée-là, mais en bout de ligne, là, ça OK. n'aura pas d'impact. Fait que c'est pas basé sur rien, mais on fait ça ici. Mais quand on est mal Ouais. pris avec On certains est... médicaments, là, l'acide valproïque, là, Je c'est comprends. un bon cas. Ouais. Avec le programme d'accès spécial, il y a une autre forme là, qui existe, qui n'est pas commercialisée au Canada, des fois qui est envisagée, là, qui est comme en granule, mais c'est aussi des fois dans les tubes, ça peut coller, là, ce qui n'est pas toujours non plus Je intéressant. comprends. Fait que souvent, il y a plusieurs de situations cliniques où on n'a pas une bonne réponse, puis on essaie de prendre celle-là qui a le moins de désavantages pour notre Mhm. patient. Je comprends bien. Puis là, ça me fait penser, là, côté alimentation, tu sais, par exemple, j'ai des enfants qui ont des gavages, là. Ils s'alimentent avec quoi? Est-ce que c'est vraiment les parents qui vont à l'épicerie acheter spécifiquement des aliments ou en lipides ou tu as des formulations déjà toutes faites? Oui. Oui. Donc, il y a vraiment des formules cétogènes qui existent. Donc, est-ce qu'on peut les nommer? Mais je pense que oui. Il y a du On n'est keto. pas associé, on ne fait pas de publicité. Donc, juste pour que les gens soient au courant, c'est ça. Il y a du Ketocal, il y a du Ketovie, avec différents. Le Ketocal, il y a de la poudre, il y a du prêt à l'emploi, avec saveur, sans saveur. Le Ketovie, c'est un peu la même chose. Alors, chez les bébés,
c'est ce qu'on va donner là, quand ils sont vraiment encore au stade de formule là, seulement. Puis, chez les enfants qui sont nourris par voie entérale, c'est les formules qu'on va utiliser. Fait que c'est sûr que spécifiquement pour ces enfants-là, des bébés ou des patients qui reçoivent une nutrition entérale, ça devient des formules très, très précieuses, je dirais, parce que c'est à la fois leur alimentation et leur traitement de l'épilepsie. Fait que c'est des formules qui sont remboursées par la RAMQ. Donc, c'est des parents qui vont aller s'en procurer à la pharmacie. C'est sûr que quand il y a des fois qui arrivent à la pharmacie puis ils se font dire ah non, elle n'est plus disponible la formule, il y a comme une angoisse qui les prend parce qu'ils font comme OK, j'ai pas 1000 autres alternatives là. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine des fois de pas juste les laisser en plan comme ça là, puis de dire ah non, de vérifier auprès d'un autre fournisseur. Souvent c'est comme BO chez un fournisseur, mais chez un autre, ça va être disponible. Parce que c'est ça, de voir, OK, peut-être que le sans saveur n'est pas disponible, mais celui à vanille fonctionne, de voir avec les parents s'il y a d'autres Je comprends. alternatives parce que la panique va Puis arriver. là, tu as dit que c'est remboursé par AMQ, mais c'est un médicament d'exception Oui. que tu sais, on fait la demande. Puis Tout c'est à fait. accepté. OK, parfait. C'est ça. Excellent. Puis en terminant là, sur la diète cétogène, est-ce que c'est un mythe ou une réalité de la prise de poids? Tu sais, parce qu'on se dit, hey, il va Avec manger autant de beaucoup. Ouais, c'est gras, ça. il va prendre du poids, c'est sûr. Non. Je dirais que c'est plutôt un mythe parce que OK. quand on fait la version classique, tout est calculé. OK? OK. J'ai mon apport énergétique, puis je ne sais pas si pour tel enfant, il reçoit 1000 calories, puis qu'avec 1000 calories, il prend du poids trop rapidement, mais moi, je réajuste. OK. Fait que c'est assez simple de gérer la croissance là, pour que ça soit le plus normal possible. C'est un peu plus compliqué quand ils font la version Atkins parce que là, c'est moins calculé, mais on les suit là, en clinique conjointement, le neurologue puis moi, aux 3 mois. Fait qu'on peut rapidement là, se réajuster là, puis dire, OK, mais là, peut-être que le gain de poids est un petit peu trop rapide. On veut diminuer un peu l'ajout de matière grasse. Ah, bien. Là. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir emmenés dans ton univers de spécialité. C'est super intéressant. Moi, avant d'arriver à Sainte-Justine, je ne connaissais pas du tout la diète cétogène, en fait. Fait que, Avec merci plaisir. beaucoup. Puis, pour les 5 dernières minutes, Philippe, j'aimerais ça te relancer sur les autres options de traitement, là, notamment la chirurgie et la neuromodulation. Oui, on va faire ça succinctement, parce que ça peut être des sujets de podcast en Ouais. tant que tels. Donc, chez nos patients réfractaires, donc la définition, avoir échoué à au moins 2 traitements anticonvulsivants, la diète est évidemment une option, mais on considère d'autres options. Donc, il reste donc, la chirurgie. Puis la chirurgie, ça peut être soit une chirurgie où on va aller essayer de trouver le foyer d'où ça part, dans le fond, l'épilepsie, où on va essayer d'aller, disons, interrompre les voies de propagation. Puis une autre stratégie, c'est la neuromodulation. Donc, en premier, on essaie de savoir d'où partent les crises. Alors, à chaque semaine à Sainte-Justine, il y a un ou des patients qui viennent pour une semaine. On les branche avec vidéo, le EEG, on les enregistre, on espère qu'ils fassent des crises. Souvent, on diminue la médication, même on l'arrête parce que, paradoxalement, on veut qu'ils fassent des crises, alors qu'à la maison, on ne veut pas. Et donc, ils font leur crise, puis on analyse d'où ça part à l'EEG. On a aussi d'autres techniques, évidemment la résonance magnétique, des fois qui peut nous aider, mais des fois, il n'y a pas de lésion à la résonance magnétique, puis on fait des examens en médecine nucléaire qui sont complémentaires, où on teste un peu la consommation du glucose par le cerveau ou la vascularisation de certaines parties du cerveau. Puis une fois qu'on sait plus précisément d'où l'épilepsie part, bien là, la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut aller enlever, avec évidemment l'aide de nos collègues neurochirurgiens qui font l'opération, est-ce qu'on peut aller enlever cette partie du cerveau-là sans causer des dommages trop incapacitants ou significatifs? Et ça arrive souvent que oui, on peut le faire. Donc, il y a des régions du cerveau qui, par exemple, mettons des parties du lobe frontal droit, bon, on peut en enlever, puis ça ne fait pas tant de dommages. Ou des fois, s'il y a des lésions qui sont présentes, bien déjà, cette partie de cerveau-là n'est pas fonctionnelle. Alors ça, c'est tout un processus. Ça prend une équipe multidisciplinaire. À chaque semaine, on a une réunion de chirurgie de l'épilepsie. On discute les patients parce que ce n'est pas des petites décisions. Alors, il y a la chirurgie focale, puis il y a la chirurgie
où on peut essayer d'interrompre les voies de propagation. Par exemple, une procédure qui s'appelle la callosotomie, donc le corps calleux, qui est la structure qui relie nos deux hémisphères, bien, on peut aller la sectionner. Donc, nos collègues neurochirurgiens peuvent aller l'interrompre. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça empêche l'activité épileptique de circuler d'un hémisphère à l'autre, puis potentiellement de causer des crises. Donc, des crises avec chute, des choses comme ça, des crises qui sont quand même assez incapacitantes. Rarement, des fois, le neurochirurgien peut aller faire une hémisphérectomie fonctionnelle, donc aller couper, donc isoler un hémisphère qui est trop malade pour X, Y Parce raison. qu'il rendrait l'autre hémisphère malade, non? Oui, exactement. Puis aussi, disons qu'il y a un hémisphère très malade où toutes les crises d'épilepsie proviennent de cet hémisphère-là. Souvent, quand les lésions de cet hémisphère-là sont très précoces, bien, il y a beaucoup de fonctions qui ont transféré à cause de l'autre côté, à cause de la notion de plasticité cérébrale qui fait que le cerveau, en fait, par exemple, on peut si on est droitier, devenir gaucher ou l'inverse la plupart du temps, en bas âge. Mais ça se fait plus difficilement quand on est plus vieux, là, mais les enfants ont cette capacité-là. Donc, c'est possible de faire ce genre de chirurgie-là. On en fait à Sainte-Justine de temps en temps. Puis, pardon, pour ce type de chirurgie-là, c'est vraiment juste, c'est focal. Parce que si c'est une épilepsie généralisée, on C'est peut pas exactement rien ça. faire. OK. Donc, si c'est généralisé, mauvaise idée d'aller opérer Bon, parce que mais non, c'est sûr que OK. tes chances de guérir l'épilepsie, c'est plus la résection est grande, plus que tu as des chances de guérir, mais plus que tu as des chances de OK. séquelles. Alors, l'objectif, c'est de faire la résection la plus minime possible. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit OK. tant que ça. Puis, certains patients, on doit faire des investigations invasives qu'on appelle avec la stéréo-EEG où on va aller insérer des électrodes directement dans le cerveau. Le patient va à l'étage, ici, on fait le vidéo EEG, on enregistre des crises, puis c'est encore plus précis pour orienter une OK. chirurgie. Puis un mot sur la Oui, neuromodulation, ça sonne quand même mais tu sais, on dirait que tout ça, c'est comme science-fiction pour moi, là. oui. C'est... Ben, il y a deux techniques. Ouais. Une technique plus ancienne qui est le stimulateur du nerf vague. Grosso modo, c'est un boîtier qui est inséré en dessous du muscle pectoral à gauche, puis qui s'en va se connecter au nerf vague à gauche, qui lui a des projections très diffuses au niveau du cerveau. Et un peu comme la diète, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais nous, on peut programmer des influx réguliers. 30 secondes à chaque 5 minutes à une certaine intensité. Et puis, avec le temps, ça permet de diminuer la fréquence de certaines crises épileptiques. Donc, il y a des fréquences régulières. Il y a aussi la possibilité pour les parents ou l'entourage d'avoir un aimant. Ils peuvent passer l'aimant. Donc, l'enfant convulse, peut passer l'aimant, puis un courant électrique un peu plus fort qui est envoyé, puis ça peut faire avorter certaines crises. C'est impressionnant. Et les nouveaux modèles ont aussi un autre mécanisme qui mesure le rythme cardiaque, et puis qu'on sait que quand on convulse, bien, notre rythme cardiaque augmente rapidement. Donc, il y a une détection de l'augmentation, puis ça envoie un influx un petit peu plus fort dans l'espoir, encore une fois, d'avorter les crises. Fait que ça, c'est pas nouveau. Ça fait même depuis la fin des années 90 que ça existe, que c'est utilisé, que bon. Mais ce qui est plus nouveau, c'est la stimulation profonde, c'est-à-dire que c'est possible d'aller stimuler certains noyaux, en particulier du thalamus, chez certains patients, un peu avec le même principe, mais c'est la stimulation profonde et dans le même objectif, dans le fond, c'est de diminuer les crises. C'est comme si ça perturbe un peu le réseau épileptique dans le cerveau de OK. ces enfants-là. C'est impressionnant. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se Non. rendent jusque-là? Non, ouais, c'est ça. Là, c'est le Ben, rare en du fait, rare le du rare. programme de neurostimulation profonde à Sainte-Justine est tout récent. OK. Il y a très peu de patients encore, là, mais c'est une option. En fait, ça fait 5 ou 6 ans qu'on travaille là-dessus, puis que là, ça s'avère qu'on peut implanter des patients, puis qu'on a quelques patients là-dessus, puis on espère avoir de bons résultats. On est toujours content d'avoir des nouveaux espoirs, des nouveaux outils. Donc, beaucoup d'outils, médicaments, diète, chirurgie, différents types de chirurgie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en épilepsie. Bon, ben merci beaucoup. Je pense que ça conclut super bien nos deux parties sur l'épilepsie. Ça donne un super bon tour d'horizon. On va mettre plusieurs références utiles dans la description si vous êtes curieux pour aller en lire plus. Donc, merci beaucoup à vous trois encore d'avoir été là. Et merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On se revoit au prochain épisode. Toulou!